toutes et à tous. Merci d'être des nôtres ce matin. Avant de commencer, je voudrais juste nous rappeler que nous sommes en territoire autochtone ancestral, à Montréal, aussi connu sous le nom de Tiohtià:ke en langue mohawk, ou Monial en langue anishinaabe. Alors, nous tenons cette conférence de presse aujourd'hui pour parler du bilan environnemental de l'année 2025. Ce bilan met en lumière des constats particulièrement préoccupants pour la démocratie environnementale au Québec et au Canada. Aujourd'hui, nous sommes 14 organisations environnementales réunies pour exprimer notre vive inquiétude face aux décisions récentes des gouvernements provincial et fédéral. En effet, de nombreuses mesures législatives prises cette année sous prétexte d'accélération économique sont en train d'affaiblir les lois, de marginaliser la science et de réduire la participation citoyenne. Trois représentantes et représentants des groupes environnementaux vont prendre la parole ce matin. À ma gauche, Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, Alain Branchot, directeur général de la SNAP Québec, puis Alissane Simard, directrice générale de Nature Québec. Les allocutions seront suivies d'une période de questions. Alors, nous allons commencer. Je cède tout de suite la parole à Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement. Merci, bonjour, merci d'être présent. Les organisations signataires du communiqué de presse qui s'inquiètent aujourd'hui des tendances observées au cours de la dernière année qui fragilisent l'état de droit au Québec et au Canada sont le Centre québécois du droit de l'environnement, la Société pour la nature et les parcs du Québec, Nature Québec, Vigilance OGM, la Fondation Rivière, la Fondation David Suzuki, le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, Au Secours, Équiterre, le Réseau québécois des groupes écologistes, le Réseau Domaine Québec, Greenpeace Canada et Marauds Front. Au Québec, janvier commence avec l'adoption du projet de loi Omnibus 81 qui modifie plusieurs lois en matière d'environnement et vient ouvrir des brèches dans le droit de l'environnement, permettant notamment d'autoriser des travaux avant même d'en évaluer les impacts. En mars, Québec dépose le projet de loi 93 au bénéfice d'une entreprise privée et l'adopte en pleine nuit sous bâillon. Là, la loi vient contourner les règles essentielles de protection de la biodiversité et de participation citoyenne, en plus de faire un pied de nez à l'autonomie municipale. En avril, on poursuit avec une réforme forestière tellement décriée sur le fond comme sur la forme que Québec fait finalement marche arrière après quelques mois plus tard et des blocus. En juin, la réforme de l'énergie est adoptée sous bâillon après le dépôt à la dernière minute par la ministre de l'Énergie de 52 amendements. Ce projet de loi Omnibus, un autre, ouvre la porte à la privatisation de l'électricité et n'engage pas le Québec vers la décarbonation, en plus de ne pas avoir fait place au préalable à une véritable consultation publique. En novembre, et pour réduire la bureaucratie et accroître l'efficacité de l'État, le projet de loi Omnibus 7 propose d'octroyer un large pouvoir discrétionnaire dans l'utilisation des surplus des sommes du Fonds d'électrification et de changement climatique, ce qui vient finalement rendre possible l'intention affichée par le gouvernement de détourner des fonds qui devaient être destinés à la lutte contre les changements climatiques vers d'autres fins que celles prévues par la loi, et tandis que les besoins sont criants, on le sait. Au milieu de ce projet, une autre disposition fusionnant deux autres fonds fait craindre pour l'autonomie politique des organismes communautaires sans consultation préalable des groupes impactés. La semaine dernière, un nouveau projet de loi Omnibus, PL 11, vise à alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises. Et là, on vient notamment affaiblir encore le rôle de la Régie en abolissant le processus d'examen de la Régie de l'énergie pour autoriser de nouveaux pipelines. Demain, nous attendons le dépôt de la loi visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale par le ministre des Finances, le fameux Q5 annoncé en écho au C5 fédéral. Encore ici, on a de grandes craintes qu'on fasse une fois de plus l'amalgame qu'on se trompe finalement, qu'on fasse l'amalgame entre déréglementation plutôt que vraiment regarder là où ça bloque côté efficacité. Déjà qu'on n'arrive pas à respecter nos propres lois, comme on le voit avec le bilan ce matin sur la protection des milieux humides et hydriques. En trame de fond, la faillite de Nordvolt et l'annonce d'un nouveau plan économique qui mise sur les énergivores, centres de données, les minerais critiques et l'armement. Et un premier ministre qui affirme qu'en raison de notre voisin du Sud, la transition est retardée de 4 ans. Enfin, je ne pourrais passer sous silence le projet de constitution du Québec. Il s'agit d'un acte juridique aux répercussions majeures, présenté sans processus participatif élargi qui soit véritablement inclusif, transparent et transpartisan,
comme on devrait le faire avec un projet de constitution. Plus de 300 organismes de défense des droits, les syndicats issus de différents horizons, dont le CQDE, ont demandé la semaine dernière le retrait du projet de loi. Inscrit sur le Sunday, on y ajoute l'article 5 de la Loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec qui vise à interdire à des centaines d'organismes au service de la société civile de contester la constitutionnalité de certaines lois, ce qui a fait dire au barreau du Québec que le projet de loi introduit des mécanismes qui menacent la séparation des pouvoirs, musellent les contre-pouvoirs, créent une instabilité juridique et affaiblissent les droits fondamentaux. Tout ça en seulement 1 an, et je n'ai pas parlé de tous les projets de loi, bien sûr. 4 tendances se dégagent. Le rythme des réformes est effréné et leur teneur effarante. De nombreux projets de loi avec des dispositions législatives lourdes de conséquences sont présentés par la voie de projets omnibus. Et ça rend leur compréhension encore plus difficile et ça pose des enjeux de transparence et de légitimité démocratique. On peut dire qu'on est bien loin de l'omnibus comme mesure historiquement considérée comme une mesure d'exception dans les procédures parlementaires. Sous couvert tantôt d'allègement du fardeau administratif et bureaucratique, tantôt d'accélération et parfois même sous couvert de transition, on déréglemente et on s'attaque au cœur même des principes qui fondent le droit environnemental québécois. Et enfin, on érode l'État de droit du Québec. L'État de droit, parfois ça nous semble abstrait, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est ce qui fait qu'on se sent en sécurité, c'est ce qui fait qu'on sent qu'on peut s'exprimer librement, c'est ce qui fait qu'on a des contre-pouvoirs dans la société pour nous prévenir, nous protéger de l'arbitraire. Pour paraphraser le bâtonnier du Québec, quand des textes de loi s'attaquent au fondement de notre État de droit, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Définitivement, ça a commencé. Nous sommes engagés dans une pente dangereuse qui nous concerne tous et toutes. Merci. Merci Geneviève. Je vais maintenant céder la parole à Anne Monchot, directeur général de la SAQD. Bonjour tout le monde, merci d'être là. L'image du Canada est celle d'un pays des grands espaces, de la nature, du hockey, des fontaines de sirop d'érable. Elle est aussi celle d'un pays démocratique. C'est d'ailleurs dans ce contexte d'une démocratie parlementaire que le Canada a construit au cours de son histoire un robuste cadre législatif environnemental dont les premiers jalons remontent au tout début de la création du pays. Voici quelques exemples. 1868, adoption de la loi sur les pêches. 1917, adoption de la loi concernant la Convention sur les oiseaux migrateurs. 1988, adoption de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. 2002, adoption de la loi sur les espèces en péril. Au fil du temps, plusieurs de nos lois environnementales ont été modifiées, souvent améliorées, au travers des débats publics et démocratiques, et au fur et à mesure que progressait la science et la connaissance de ces enjeux. Pour illustrer cette évolution du droit environnemental, une modification de la loi canadienne sur la protection de l'environnement en 2023 introduisait même le principe de la non-régression, le principe de l'équité intergénérationnelle et les principes de justice environnementale dans la protection de l'environnement au Canada. C'était il y a seulement 2 ans. Et voici qu'arrive 2025. En juin 2025, le Parlement canadien adopte sous bâillon le projet de loi C5 qui donne vie à la loi visant à bâtir le Canada. Cette loi permet à des projets désignés d'intérêt national d'être exemptés de toutes les mesures prévues par toutes les lois fédérales citées plus tôt en exemple, ainsi que 15 autres lois et règlements, très majoritairement liés à la protection de l'environnement. Novembre 2025, dépôt du projet de loi C15 ou loi budgétaire, encore à l'étude actuellement par le Parlement. La loi budgétaire va encore plus loin que C5 et permet à tout ministre d'exempter toute personne, entreprise ou organisation de l'application de toute loi fédérale ou tout règlement si elle propose un projet visant à stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique. Rassurez-vous toutefois, ils devront respecter le code criminel. Ils ne pourront pas nous tuer directement, mais indirectement oui, en polluant allègrement. Avec C15, on institutionnalise littéralement les passe-droits. C'est la saga Norvold multipliée par 100 d'un océan à l'autre. Avec C5 et C15, c'est 157 ans de débats démocratiques sur l'environnement qui sont balayés du revers de la main. Une dérive autoritaire menant à une concentration des pouvoirs vers l'exécutif qui est sans précédent dans l'histoire du pays.
La dérive autoritaire du fédéral est également marquée par un affaiblissement des contre-pouvoirs et des garde-fous. Voici 3 exemples. Le 17 novembre 2025, le Comité permanent sur l'environnement et du développement durable, l'un des garde-fous, recevait en audition l'administration portuaire de Montréal et l'Agence d'évaluation d'impact du Canada pour les questionner sur des irrégularités dans le processus de consultation et d'émission de permis d'une composante du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Visiblement, aucun des députés des 2 grands partis n'a semblé ébranlé par une démonstration éloquente de ces irrégularités par le député de Repentigny. Les membres du comité lancent littéralement le message à la population que contourner nos lois environnementales au nom de l'économie, ce n'est pas si grave que ça. 27 novembre 2025, démission du cabinet du ministre Stephen Guilbeault. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les politiques et règlements qu'il avait développés au cours des dernières années pour lutter contre la crise climatique ont été mis au rencard par le premier ministre. Avec ce départ, nous avons peut-être perdu le seul garde-fou, j'aime bien l'expression, au sein du cabinet. Décembre 2025, démission de 2 membres du groupe consultatif sur la carboneutralité, un comité d'experts mis en place en 2021 pour conseiller la ministre de l'Environnement sur les enjeux climatiques. Dire que l'on met actuellement la science de côté dans la mise en œuvre de nos politiques publiques est un euphémisme. Le groupe consultatif sur la carboneutralité est devenu une forme d'éco-blanchiment gouvernemental. L'environnement, c'est le canari dans la mine. Si nous ne travaillons pas tous et toutes ensemble à contrer cette dérive autoritaire, elle continuera de faire d'autres victimes au nom de la sacro-sainte croissance économique. Merci Alain. Je vais maintenant, pour conclure, inviter Alissa Simard, directrice générale de Nature Québec, à prendre la parole. Donc, bon, vous le voyez, là, 2025 marque vraiment un bilan sombre. C'est un tournant inquiétant. Ce qu'on vit, ce n'est pas une succession d'événements isolés. C'est un virage politique structurant, un renversement des valeurs qui met en péril la protection de l'environnement, la démocratie et notre capacité collective à décider de notre avenir. C'est une dérive autoritaire qui prend l'environnement pour première cible, oui, mais qui menace en réalité bien plus, incluant notre économie à long terme. Partout, là, au provincial comme au fédéral, on nous répète que l'économie doit passer en premier. On évoque les tarifs, la croissance, l'innovation pour justifier de contourner les lois, d'écarter la science et de réduire la participation citoyenne, comme si la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité, ce n'étaient pas déjà des urgences, comme si leurs impacts ne coûtaient pas déjà des milliards de dollars par année, comme si les Québécois et Québécoises ne ressentaient pas déjà leurs effets chaque jour. Cette vision-là, elle est dépassée, dangereuse, déconnectée de la réalité. Une économie forte repose sur un environnement sain et des règles claires, pas sur leur démantèlement. Mark Carney lui-même y a écrit, il n'y a pas très longtemps, que la crise climatique, c'est la menace la plus urgente de notre époque. Pourtant, Carney, comme Legault, invoque aujourd'hui la croissance pour justifier des passe-droits qui nous rendent vulnérables. Affaiblir les lois, marginaliser la science, réduire les contre-pouvoirs, ça ne protège pas notre économie, ça la fragilise. Les plus grandes menaces à notre prospérité, c'est la dégradation des écosystèmes et l'instabilité climatique. Sans nature en santé, sans biodiversité florissante, sans climat stable, il n'y a aucune économie qui peut prospérer. Contourner les protections environnementales, c'est nous faire foncer droit dans le mur. Et ce recul démocratique-là ne met pas seulement en danger l'environnement, il érode des valeurs qui sont profondément ancrées dans la société québécoise, comme la transparence, le débat public, l'équité intergénérationnelle, le respect de la science et de la démocratie. Ces valeurs-là, elles ne sont pas accessoires, là. Elles sont essentielles à une société libre et résiliente. C'est pourquoi on lance les appels suivants aujourd'hui. D'abord, au gouvernement du Québec et du Canada, retirer les projets de loi problématiques qui affaiblissent les droits, qui élargissent démesurément les contre-pouvoirs, les pouvoirs discrétionnaires plutôt, qui réduisent les contre-pouvoirs. Rétablissez la science au cœur de vos décisions, renforcez la participation citoyenne au lieu de la restreindre, puis valorisez le dialogue social et le travail transpartisan. Maintenant, aux citoyens et citoyennes, on vous formule le souhait que vous preniez conscience que ça vous affecte directement. Ça. Ce qui se joue là dépasse largement l'environnement. C'est notre santé, notre sécurité, notre économie, nos droits, notre avenir qui sont menacés. Et votre voix, elle est essentielle pour stopper cette dérive autoritaire. On ne peut pas, au nom de l'accélération et de la croissance, faire l'économie de la démocratie. Aux médias, évidemment, c'est un moment qui est historique. Continuez de documenter les reculs environnementaux, les dérives législatives, les attaques envers la science. Votre vigilance est indispensable.
aux élus de tous les partis, refusez de court-circuiter les garde-fous environnementaux et démocratiques. Engagez-vous, là, surtout qu'on est en année électorale, à mettre fin à ces reculs et à assumer votre responsabilité envers les générations actuelles et futures. Puis enfin, collectivement, là, c'est notre devoir à tous et à toutes de défendre les principes qui fondent l'État de droit, la transparence, le débat public, l'équilibre des pouvoirs, les décisions fondées sur le long terme et sur l'intérêt collectif, pas sur la pression du moment. Alors, on est aujourd'hui 14 organisations, mais notre sortie, elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui refuse qu'on nous impose cette vision dépassée et dangereuse qui va profiter finalement qu'à une poignée d'individus. Alors, maintenant, j'inviterai là, les organisations signataires là, à venir nous rejoindre pour la suite. Il faut que mon cœur apparaisse. OK, c'est parfait. Il faut démontrer qu'on a quand même du plaisir à se mobiliser si on veut attirer d'autres personnes. C'est bon, ça fait, je peux aller. Il nous a dit que le projet, ça n'attirait pas la mobilisation. On va maintenant prendre des questions des journalistes dans la salle et dans le... Oui, tout le monde reste pour pouvoir tout le monde répondre. Ouais. Bonjour, Marie de la presse. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Est-ce que vous envisagez de nature en justice? Bien noté vos recommandations, mais est-ce que c'est ça qui va faire changer le gouvernement? C'est certain que si on estime que les lois qui sont adoptées sont invalides, il n'y a aucune option qui va être écartée. Comme vous le savez sans doute, c'est notamment ce que le Centre québécois du droit de l'environnement fait avec la loi C5. Donc, on poursuit le gouvernement fédéral dans les tribunaux parce qu'on estime que cette loi est invalide. Ça sera aux tribunaux de trancher, mais c'est certain qu'aucune option n'est écartée. Mais comme le disait Alissane, ça s'inscrit aussi dans une démarche de mobilisation beaucoup plus large que les organisations qui sont présentes aujourd'hui. Sur des projets spécifiques également, comme dans le cas du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, les organisations ont déjà annoncé qu'il allait y avoir des recours juridiques. Donc, on va y aller de façon globale, on va y aller de façon spécifique aussi, mais comme ça a été mentionné, la mobilisation de la société civile dans son ensemble est super importante. On sait quand ça commence, la dérive autoritaire, on ne sait pas quand ça se termine, et on voit ailleurs dans le monde où ça peut venir. Radio-Canada. Bon, vous savez, le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, annonce justement son intention de réduire de moitié les délais d'évaluation environnementale des grands projets. On voudrait savoir, est-ce que c'est vraiment réaliste ça, de réduire de moitié ces délais sans compromettre la qualité de ces évaluations? Le gouvernement n'a toujours pas répondu à la question à savoir est-ce qu'ils ont un problème d'exécution ou un problème de réglementation. Bien souvent, dans la plupart des cas, ce sont des problèmes d'exécution et ça ne se règle pas en affaiblissant la réglementation environnementale. Ça ne se règle pas non plus en coupant des postes, parce que moins de postes égale moins de personnes pour faire le travail. Donc, si on va aller plus vite pour faire le travail, on a besoin de s'assurer d'avoir des gens qui sont capables de faire le travail. Donc, il faudra voir le règlement dans le détail, pas eu le temps de le consulter encore, mais il y a des enjeux au niveau de l'exécution d'abord et avant tout. Je vous ramène aussi à la nouvelle vision économique du gouvernement. Le gouvernement, dans cette nouvelle vision économique, le dit lui-même. Il y a des projets qui prennent du temps parce qu'il y a des montages financiers qui sont complexes et c'est ça qui retarde
la mise en œuvre de ces projets-là. Donc, si on cherche des solutions environnementales à des problèmes économiques, on va probablement passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de trouver la bonne solution au bon problème. Et question de relance, est-ce que vous pensez que le Québec peut vraiment atteindre sa cible en matière de réduction de GES? On sait que le gouvernement évalue la possibilité de reviser, revoir la cible. Tout à fait. Au Québec, on a tout ce qu'il faut. On a une économie qui est déjà en grande partie décarbonée grâce à l'énergie renouvelable qu'on a, l'hydroélectricité. Il y a encore des secteurs avec décarbonés, mais les industries sont prêtes. Les acteurs économiques sont prêts de façon consensuelle là, en commission parlementaire. Il n'y a aucune industrie qui est venue le demander d'abaisser finalement le niveau d'ambition. Il y a un consensus. Le ministre Drainville l'a reconnu lui-même qu'il y a un consensus. Et on a tout en place, on a une fonction publique qui est vraiment experte, on a la population qui est mobilisée aussi, des organisations aussi sur le terrain qui peuvent aider cette transition-là. Tous les ingrédients sont en place pour qu'on réussisse la transition. Alors, on doit le faire pour montrer l'exemple aussi, puis être dans les premières classes, puis pas se coller aux mauvais élèves qui refusent de remettre son devoir. Peut-être juste ajouter un élément sur votre première question. On a un bel exemple dans l'histoire récente du Québec d'un projet où on a voulu accélérer les processus environnementaux. C'est l'histoire de Notre-Dame. Et ça a coûté plusieurs centaines de millions de dollars au gouvernement du Québec. Donc, je pense qu'il faut se rappeler de ça. Les procédures d'évaluation environnementale ne sont pas juste là pour protéger l'environnement, elles sont là aussi pour faire des analyses socio-économiques, pour avoir une évaluation de la pertinence des projets. Donc, ce n'est pas simplement l'environnement. Puis là, on a vraiment un exemple très concret du coût sociétal de ces accélérations. Je vais compléter le complément. Parce que j'ai oublié d'autres. Mais il y a aussi ce que le gouvernement a adopté en 2020, c'est-à-dire la loi sur l'accélération des projets d'infrastructure. Donc, qui est une loi qui, comme ça le dit, accélère la réalisation des projets d'infrastructure avec certains affaiblissements de la réglementation environnementale. Ça fait 5 ans qu'on vit dans ce régime-là. Le gouvernement ne semble pas satisfait de lui-même et la population ne semble pas satisfaite du gouvernement non plus. Donc, je ne sais pas c'est quoi qu'on cherche à accomplir, mais donc on parle de Northvolt, mais on peut parler aussi d'autres projets qui sont réalisés dans ce cadre-là, notamment la voie réservée sur l'autoroute 15, sur laquelle circulent 6 autobus par jour. Donc, une fois qu'on a réalisé le projet, si on ne met pas en place le service, si on ne met pas en place les choses qu'il faut pour que les choses fonctionnent, accélérer des choses avec pas de finalité, ça ne fait pas de sens. Donc, on demanderait au gouvernement d'avoir une finalité dans ce qu'il fait également, pas simplement de vouloir faire vite pour le plaisir de vouloir faire vite. Un des points souvent aussi qui est mal mentionné, donc c'est quand on veut accélérer un projet pour prétextant débloquer plus vite puis faire rouler l'économie, c'est qu'on inclut mal également tous les impacts que ça va avoir sur le futur, en fait, sur l'environnement. Donc, si je prends par exemple les projets miniers qui sont vraiment dans le radar finalement autant du fédéral que du provincial, bien, on détruit encore des lacs finalement pour aller chercher du minerai qui est sous terre au lieu de juste remblayer des fosses. Mais on va vivre finalement pendant des siècles par la suite avec des lacs détruits qui vont probablement relarguer des contaminants et des fosses ouvertes qui vont probablement servir aussi de puits d'eau contaminés, au lieu de juste remblayer une fosse puis laisser un passif environnemental beaucoup plus bas finalement. Donc, accélérer, c'est peut-être une idée, en fait, de créer de l'économie à court terme, mais à long terme, finalement, c'est la société là, qui va vivre avec tous ces impacts-là qu'on va accumuler au fil des années parce qu'on va juste avoir décidé de faire ça le plus rapidement possible et pas le mieux possible pour le futur. Donc, il faut également prendre plus en considération les coûts que ça va coûter sur du très long terme parce que c'est souvent peu calculé dans les projets. Là. On peut nommer notamment Stablex. Donc, quand le site a été ouvert dans les années 80, le BAP avait émis des recommandations en matière d'environnement pour réduire la quantité de déchets dangereux qui étaient produits, mettre en place finalement des politiques sur une bonne gestion des déchets dangereux. Ça n'a jamais été pris en compte par le gouvernement du Québec, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore pris avec ce site-là, encore un sentiment d'urgence, encore des projets de loi sous bâillon pour faire passer finalement la pilule par les citoyens, alors que si le gouvernement avait d'ores et déjà mis en place les mesures environnementales, on ne serait pas en train d'en parler 40 ans plus tard. En lien avec ça, les projets énergétiques actuellement autour des centres de données,
accélère quoi? On n'accélère rien dans ce moment. On fait que se donner une bonne conscience pour éviter d'avoir à étudier l'impact de ces nouvelles lignes et de ces transports-là autour d'un besoin qui n'est toujours pas exprimé clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette conférence de presse, puis on reste disponible pour des entrevues tout au long de la journée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci.